Bienvenue dans Mediarama, le podcast qui explore la galaxie des médias. Ici, nous partons à la rencontre de celles et ceux qui façonnent les contenus, les usages et les stratégies de demain. Je suis François Desfossés, cofondateur de Cosa Vostra, agence de conseil tech et créative. Nous accompagnons les médias dans leur transformation digitale. Contactez-moi sur mediarama@cosavostra.com, sur LinkedIn ou sur notre site cosavostra.com. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mediarama. Aujourd'hui, un épisode un peu spécial en partenariat avec Le Geste. Le Geste, vous connaissez probablement, c'est un groupement d'éditeurs de contenus et de services en ligne qui défend les intérêts des éditeurs face aux transformations numériques, face aux transformations législatives, aux transformations de modèles économiques et qui donc organise régulièrement des tables rondes autour de ces sujets. J'ai eu le plaisir d'animer un keynote la semaine dernière sur les médias et la crise sanitaire, comment la crise sanitaire a pu façonner de nouveaux modèles, de nouveaux formats, ont rendu certains médias plus résistants. Donc on analyse tout ça avec Alice Antôme, qui est donc la directrice exécutive de l'école de journalisme de Sciences Po à Paris. Donc voici la retranscription de ce keynote. J'espère que cet épisode vous plaira et je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous. On est ravis de vous accueillir à ce webinaire qui précédemment avait été annoncé comme une présentation de la grande étude Digital News Report du Reuters Institute. Mais les résultats ayant un peu de retard, on va recentrer ce webinaire autour de la façon dont les médias se sont adaptés à cette période si particulière que nous vivons tous. Donc nos invités, je rappelle Alice Antôme qui est directrice exécutive à l'école de journalisme de Sciences Po et François Desfossés qui est cofondateur de Cosa Vostra vont nous présenter à cette occasion quelques use cases français et internationaux d'ailleurs. Voilà, je vous laisse la parole. Merci. Merci Laure. Mais surtout, n'hésitez pas, c'est une discussion, comme Laure l'a rappelé, effectivement, ce ne sera pas tout de suite la présentation du Digital News Report, ce sera plutôt fin juin ou en début d'année, on est en train de caler ça. Mais bon, le créneau étant retenu, on s'était dit quand même que c'était une bonne occasion avec Alice de revenir un petit peu sur cette période de crise, enfin post-crise, puisqu'on est quand même en train d'en sortir, je touche du bois, mais il y a quand même des signaux un petit peu positifs. Le contexte un peu pour ce dont on va parler, c'est vraiment ce confinement il y a 1 an et demi maintenant qui a fait exploser la consultation des médias, permettant donc aux médias de battre des records d'audience. Pour autant, les revenus n'ont pas forcément été là. Et puis, on a eu des sorties de confinement, on est revenu en confinement. Donc, l'idée était de s'arrêter un instant T, de regarder dans le rétro et puis de voir... déjà fait un état un petit peu du journalisme, et ça c'est Alice qui particulièrement pourra en parler dans une première partie. Une deuxième partie, c'est voir un peu qui sont les gagnants et les perdants. Alors non pas un classement, mais essayer de voir par typologie de médias ceux qui ont particulièrement bien résisté ou moins bien résisté, que ce soit d'un point de vue économique, usage, etc. Mais c'est de dresser un peu un portrait des typologies de médias qui s'en sont bien ou moins bien sortis. Et puis un troisième temps qui va être plutôt, lui, sur l'innovation, des tendances, quel format ont bien émergé ou ont continué de croître pendant cette crise. Puis c'est de voir vraiment effectivement sur les formats, sur les usages aussi, en fait, ce qui a pu un petit peu émerger. Donc c'est un peu de dresser un bilan après 1 an et demi de crise sur ce que ça a changé dans le paysage des médias. Donc ça va être une discussion entre Alice et moi, un peu un ping-pong, et dans lequel vous pouvez entrer, comme on le disait, en posant vos questions. On serait ravis d'y participer. Première partie, le signe noir, le Covid, on trouvait intéressant quand même de rappeler, de faire un petit état des lieux. Alors même si ce ne sont pas les chiffres du dernier Digital News Report, mais on a eu quand même pas mal d'études qui sont sorties, qui permettent un peu de dresser un portrait de l'impact qu'a eu le Covid dans les rédactions et les journalistes. Donc là, on se base notamment sur une enquête mondiale qui avait été réalisée par l'ICFJ et le Tow Center for Digital Journalism de l'Université Columbia.
quelques chiffres et puis peut-être Alice, tu peux les commenter derrière, notamment d'abord parce que c'est important au-delà du business des médias, c'est l'impact social et psychologique qu'a eu la crise sur ceux même qui font l'information, les journalistes en l'occurrence. Premier chiffre assez important et notoire, 70% des répondants estiment que couvrir les 6 mois de pandémie, donc c'était 6 mois après le début de la crise, a eu un impact sur leur santé mentale. Et 20% qui estiment qu'ils ont subi davantage de menaces qu'auparavant. Donc une difficulté dans le métier, une difficulté vis-à-vis du public. Comment toi est-ce que tu as vécu, alors pas directement, mais par tous ceux que tu entoures, que ce soit à l'école de journalisme ou les journalistes avec qui tu as pu parler, de l'impact de la crise sur le métier de journaliste? Oui, c'est vrai que on s'est pas forcément rendu compte puisqu'il y avait déjà pas mal de choses à gérer, mais en gros, c'est vraiment une pression économique et psychologique au sens où économiquement, on y reviendra, les journalistes, notamment les pigistes, ont ressenti davantage de précarité, ils ont perdu une partie de leurs revenus. Les journalistes de sport ont vu leur activité s'effondrer. Donc, sur la partie économique, on y reviendra et on verra aussi comment, du côté des médias, ça a pu être géré. Et après, sur la pression psychologique, on en parle moins, mais au fond, devoir traiter de drames humains liés à la santé, à l'isolement des personnes âgées, à des drames, des morts, etc. Ça a eu un impact énorme, d'autant que, au fond, dans le collectif d'une rédaction, on a toujours dit, journaliste, c'est un sport collectif. Le fait de se retrouver isolé, confiné, devoir travailler en télétravail, sans avoir l'impression de faire autant partie d'une chaîne de commandement comme on le vit normalement dans une rédaction, c'était un point, en fait, c'était une soupape qui a sauté et qui fait que être confronté à ce genre d'événements, à ce genre de témoignages, ce genre d'histoire, sans avoir l'appui du collectif que forme une rédaction, ça a été beaucoup plus éprouvant à vivre pour la plupart des journalistes. Et encore une fois, tout ça est dans un contexte d'histoire quand même vraiment compliqué. Tout ça souvent en télétravail, avec l'apprentissage également du reportage à distance, avec des visios comme on est en train de faire, alors qu'il y a quelques temps on aurait été évidemment en présentiel. Tout ça s'est fait sans avoir finalement l'entraide et la solidarité qui s'instaure dans les rédactions quand on vit tous ensemble au même rythme et que l'adrénaline de l'actu fait souvent que le ciment des troupes. Ouais, donc c'est un peu ce que vivent aussi les salariés d'une entreprise classique, mais avec la gravité pour ceux qui doivent traiter du sujet comme la pandémie, les drames qu'il y a pu y avoir autour, etc. Oui, puis pour pas les mêmes tarifs, parce que la précarité journalistique, elle est pas née avec le Covid, elle existait bien avant. Ce sont des métiers, comme on dit, passion, pas forcément très bien rémunérés. Tout ça, ça passe quand on est dans un collectif et que tout le monde respire et avance au rythme de l'actualité. Mais quand votre vie, tout d'un coup, devient un moment soi-même d'isolement, de difficulté et d'entrave à son travail pour réaliser des sons, collecter des témoignages, se tenir à distance de ses sources, c'est évidemment beaucoup moins grisant et beaucoup plus complexe à accepter dans ces conditions. Ouais. Et tu parlais de l'impact financier. Un autre chiffre de cette étude, alors qui est pas sur la précarité même du journaliste, mais plutôt de son employeur, si les salariés ou son client. Je sais même pas si on dit un client d'ailleurs quand il s'agit d'un pigiste. Un employeur, un employeur. On dirait aussi un employeur. Donc 17% des répondants qui affirment que leur employeur a connu une baisse de revenus de 75%. C'est vrai que c'est le côté paradoxal parce que je commençais à dire que les audiences avaient explosé pendant le confinement et enfin les confinements, et c'est vrai, hein, il y avait des chiffres, que ce soit télévision, que ce soit médias en ligne, les chiffres ont vraiment explosé, mais pas les revenus parce que les annonceurs se sont retirés, ça a été compliqué, etc. Donc un vrai impact financier à la fois donc chez les pigistes et dans les médias. Donc ça, forcément, ça rajoute aussi un petit peu de morosité, celle dont tu parlais. Ah oui, parce que des pigistes qui vont sur le terrain, qui ont la chance de pouvoir aller et venir, finalement, une partie de leur activité a été réduite. Puis, il y a un point très simple, qui est tout simplement la difficulté pour les rédactions de s'organiser avec du télétravail. Qui est là, qui n'est pas là. Au fond, je vais m'appuyer sur des gens qui sont des salariés. C'est beaucoup plus facile pour moi
de réussir à le faire avec mes troupes que de devoir avoir le deuxième cercle à organiser. Déjà hors Covid, la gestion des pigistes versus les salariés, c'est déjà pas très, très simple. Mais alors là, avec en gros les jauges dans les rédactions, les plannings, faire travailler le plus possible ces salariés dans cet espace hyper millimétré où en fait on peut pas rester 2 heures de plus parce que la jauge explose, ça laissait peut-être encore moins de place à des pigistes sur lesquels en effet on n'allait pas leur donner l'accès parce que ils allaient rentrer dans la jauge et on pouvait pas les accueillir. Bref, toute cette gestion-là a été encore plus complexifiée, je dirais, par le Covid. D'accord, j'imagine. Alors là aussi, c'est pas une question de curiosité, mais il y a eu des dispositifs pour les pigistes d'aide quand tu as une baisse de ton revenu? Oui, il y a eu, par exemple, la commission de la carte de presse des journalistes professionnels a décidé qu'elle leur laissait la carte de presse plus longtemps, sur plusieurs mois, plutôt qu'ils aient à la renouveler. Normalement, c'est pour le mois de mars. Et là, il a été décidé qu'il leur donnait jusqu'à la fin de l'année déjà. Donc ça, c'était quand même une aide. Et par ailleurs, il y a quand même un certain nombre de médias qui ont essayé d'être vigilants sur, au fond, ne pas générer trop de pertes d'activité auprès de leurs pigistes un peu réguliers et qui ont essayé de trouver des systèmes pour les faire travailler et les déployer tout de même. Et puis, il y a eu du chômage partiel, comme dans beaucoup d'entreprises, qui a pu être aussi déclenché. Ok. Toujours sur les journalistes, évidemment, quelque chose qui a été vraiment prononcé pendant la crise, c'est tout ce qui est fake news et infobésité. Je mets les deux ensemble parce que je pense que c'est des notions qui sont assez proches. Dans l'étude, il y avait un tiers des répondants qui déclarent avoir fait face à de la désinformation plusieurs fois par semaine, 28% qui estiment faire face plusieurs fois par jour. Et notamment, alors des 2 tiers qui affirment avoir fait face à cette désinformation sur Facebook et presque la moitié sur Twitter, un peu moins sur WhatsApp. Et je le notais parce que pour moi, c'était un peu personnellement, j'ai reçu pour la première fois, je pense, des fake news sur WhatsApp. Beaucoup de choses qui m'ont été forwardées, qui venaient de WhatsApp. Ça, forcément aussi, dans tout ce contexte, pas évident quand on est journaliste, parce qu'évidemment, la conséquence de ça, c'est un peu une perte de confiance dans les médias. Quand beaucoup de choses sont à challenger, qu'on en reçoit beaucoup trop, qu'on n'arrive plus à faire le tri, la vraie bonne information, elle passe peut-être un peu plus inaperçue. C'est encore plus difficile à vivre quand on est celui qui l'a produit avec sérieux. Il y a eu 2 points. Les fake news, ça date pas du Covid non plus, mais simplement, là, on était sur un terrain sanitaire, santé / science. Que peu de journalistes, ou trop peu en tout cas vu la pandémie, avaient été habitués à couvrir, ce qui fait que sans doute il y a eu du flottement sur finalement ces questions, quel est le processus pour une vaccination, pour qu'un vaccin soit homologué, est-ce que c'est possible, c'est pas possible en si peu de mois, toutes ces étapes-là pour beaucoup de journalistes c'était assez nouveau. Et en règle générale, les sciences, c'est un domaine sur lesquels moi, je vois bien à Sciences Po, il y a beaucoup de demandes d'employeurs pour des postes de journalistes. Et souvent, on a du mal à les honorer parce que, je sais pas, dans la tête des jeunes, il faut être littéraire pour être journaliste. Et c'est souvent l'essentiel des troupes que l'on recrute. Or, en réalité, le profil des scientifiques qui voudraient devenir journalistes est évidemment essentiel. On avait déjà remarqué ça pendant à Fukushima. Finalement, le nucléaire, comment ça fonctionne, etc. On s'est rendu compte qu'on avait un besoin énorme de profils dotés de ce type de compétences. Et là, avec la pandémie, c'est vrai que ça fait 1 an et demi maintenant que on cherche absolument, et dans les rédactions et aussi dans les écoles, à recruter des profils plus scientifiques qui ont une compréhension un peu plus large des sujets sciences au fond pour couvrir cette actualité. Résultat des courses, c'est que et deuxième point que j'oublie, qui est au fond la méfiance en France, c'est très spécifique à notre pays, de la vaccination en règle générale. Donc il y avait un terrain déjà dans la population, donc là je parle pas de l'info, qui était en défiance de toute façon contre la vaccination. Donc médias plus sujet sur la vaccination égale double dose de défiance au fond, vu le contexte culturel dans lequel on était. Ouais, c'est effectivement la double sanction. Et puis sur ton point de journaliste scientifique, j'en profite puisque c'est vraiment d'actualité pour relayer le lancement d'un nouveau magazine Epsilon avec une partie de la rédaction de Science et Vie
Donc voilà, un lancement de magazine, je trouve c'est assez suffisamment rare. Donc s'ils font un bon job, ça viendra peut-être nourrir des vocations, en tout cas un peu de vulgarisation scientifique, ça fera pas de mal. Peut-être un point, François, Ouais, si tu permets, qu'on n'a pas abordé sur, au fond, le contexte dans lequel on était, c'est que depuis un an et demi, on est dans un modèle redevenu très vertical, très descendant. Au fond, le jeudi soir, pendant la conférence de presse du gouvernement, on prend un peu la béquée, et on n'avait plus été tellement habitués à rythmer notre vie et nos infos en fonction de la béquée du gouvernement. Et quand vous voyez les scores que fait le président Emmanuel Macron lorsqu'il parle à la télévision, il y a certains scores, il a 96% des téléspectateurs disponibles à ce moment-là devant la télé pour le regarder. On est vraiment dans un univers où on n'aurait jamais pensé que autant de gens seraient captifs, puisque au fond, ça s'explique. C'est-à-dire qu'en fonction des décisions du gouvernement et des annonces du gouvernement, notre vie est profondément modifiée. Est-ce qu'on peut aller à l'école? Est-ce qu'on ne peut pas y aller? Est-ce qu'on peut aller faire ses courses? Oui, non. Enfin, c'est un impact énorme sur nos vies. Mais toute cette horizontalité qui avait été construite avec le numérique depuis maintenant 15-20 ans, au fond, depuis le début du Covid, ça a été ébranlé par ce modèle hyper descendant des news qui proviennent de nos gouvernements, puisque ça conditionne évidemment selon confinement, couvre-feu, mesures barrières, règles sanitaires en vigueur, notre quotidien, et ça peut être décidé du jour au lendemain. Donc on est vraiment dans un univers qu'on avait complètement quitté et qui nous surprend et qui est très très descendant. Ouais, bah tu fais bien de le dire effectivement et peut-être justement un peu ce côté non pas fake news, mais de voir en fait quand on a toute cette information qui tombe, bah après t'as le reste de la semaine pour un peu challenger tout ça. Et il y a eu de nombreux débats. On pourrait parler de Raoult, mais c'est pas le moment. On pourrait toujours illustrer un peu toutes ces fake news. Deuxième partie. Alors quand même. Si le dire, tu parlais du télétravail, mais un métier qui retrouve du sens, parce que je veux pas terminer cette partie uniquement sur des choses un peu négatives sur le métier de journaliste post-crise. Quelques chiffres, 67% des journalistes qui expriment le besoin d'être formés à la vérification de l'information, 67% également des répondants qui déclarent utiliser davantage des outils digitaux pour enquêter, et 31% qui utilisent davantage les communautés en ligne pour construire des sujets. Donc c'était quand même des chiffres qui montre que c'est un métier qui retrouve du sens, qui a une réelle volonté de dépasser ça. Et puis voilà, on reste pas juste sur le constat de crise de confiance, mais il y a des manières de faire, il y a de l'éducation, il y a de la formation pour retrouver un peu de sens et retrouver cette confiance. Et puis, il y a des vraies vocations. Je peux pas encore vous communiquer les chiffres des admissions à Sciences Po, mais je connais aussi ceux des autres écoles de journalisme reconnues. Il y en a 14 en France. Globalement, on observe tous une augmentation du nombre de candidatures reçues pour donc devenir journaliste. Là, récemment, tu veux dire, suite à Covid, tu vois vraiment un effet Covid sur les nombres de candidatures? C'est-à-dire qu'il y a eu plusieurs, depuis l'année dernière, on le voit, c'est un chiffre qui augmente. Alors, d'abord, il y a le fait que nos examens et nos process ont lieu à distance, ce qui fait qu'il n'y a plus de déplacement. Donc, c'est vrai que ça facilite un petit peu la procédure. Sans doute que les élèves, les candidats sont un peu moins stressés. Mais globalement, pour le métier, oui, il y a un regain d'intérêt pour ce métier parce que, comme tu l'as dit, ça a du sens. On voit l'utilité qu'il y a à distribuer des informations qui ont un impact sur le quotidien des gens, très clairement. Et ça, c'est vrai que là, il y a vraiment une augmentation liée au Covid sur le métier et aussi pour avoir complètement l'étendue du paysage. Sans doute que cette augmentation des candidatures, c'est aussi lié à ce contexte en France où finalement, on a aussi des élèves qui peuvent plus partir à l'étranger pour faire leurs études, donc du coup, qui se rabattent sur les formations disponibles en France. Et comme en France, on peut quand même faire du présentiel pour l'éducation, contrairement peut-être aux États-Unis l'année dernière où ils ont tout basculé en ligne tout le temps, peut-être aussi que ça fait de l'attractivité un peu plus importante pour ce type d'études. Tout est bon à prendre de toute façon pour avoir des candidats. Donc ça, c'est plutôt effectivement une bonne nouvelle. C'est que voilà, est-ce qu'on a touché le fond sur les fake news, sur la crise de confiance qu'on peut remonter? En tout cas, il y a des chiffres positifs qui le montrent. Et voilà, donc je voulais terminer cette première partie quand même sur le fait que c'est un métier qui retrouve du sens. Tu l'illustres par des chiffres, donc c'est vraiment très bien.
Deuxième partie qui est pendant la crise, après la crise, qui ont été les gagnants et les perdants. Alors les perdants, je mets ça vraiment entre guillemets parce que l'idée c'est pas de sortir une liste de ceux qui gagnent et d'ailleurs sur quoi on pourrait se baser pour déterminer cette liste, elle est un peu compliquée. Alors je vois une question de Virginie Breton-Lévy, plus de candidats mais plus de postes à terme selon vous? Non. Justement pas. Oui, non, mais c'est un point hyper important, c'est que est-ce que c'est bien d'avoir plus de candidats? Je sais pas. En réalité, ça veut dire une sélectivité plus grande puisque on va prendre le même nombre de places, puisqu'on a vous l'avez compris, hein, il y a pas plus de places sur le marché du travail, donc notre responsabilité c'est pas de former 400 chômeurs par an, hein, c'est de former des gens qui vont vraiment travailler. Donc ça veut dire plus de candidats égale une sélectivité plus grande au final avant de rentrer. Mais en tout cas, sur le métier, ce dont on parlait, il y a un regain d'intérêt clair et une attractivité qui se développe pour ce métier depuis le printemps dernier. Après, j'ai l'impression qu'il y a toujours eu plus de candidats que de postes. Ça, tu connais mieux le sujet, mais non, c'était pas le cas avant? Si, bien sûr. Il y a une sélectivité très forte, mais là, elle est vraiment exacerbée, on va dire, depuis le printemps dernier. Ok. Après, il y a quand même... si ça vous intéresse sur ce point, il y a après l'élection présidentielle de 2017, il y avait eu aussi un regain. Alors là, c'était pas pour le journalisme, mais c'était pour les conditions d'enseignement en France, parce que Macron égale président jeune, et donc la place aux jeunes. Et il y avait beaucoup d'internationaux qui postulaient parce que la France était devenue un pays finalement qui laissait une responsabilité aux jeunes, et on l'avait expliqué un petit peu comme ça à cette époque, d'autant que pour beaucoup d'élèves avec Trump notamment, les États-Unis à ce moment-là étaient moins attractifs. Mais là, c'était au sens large, pas que journaliste, c'était la France. Très clair. Et merci pour la précision. Donc on parlait un peu des gagnants, des perdants. Comme je disais, l'idée c'est pas de faire une liste. Il y a quand même eu des plans sociaux, des plans de départ volontaires dans les médias. Donc les médias ont quand même souffert. Il faudrait pas non plus, quand je te parlais du roseau pour l'intitulé de ce keynote, ça, il ploie quand même. Hein. On a eu des plans. Alors j'en cite quelques-uns. C'est de notoire, Canal+, TF1, M6, Énergie, Condé Nast, L'Équipe, Webedia, LNEI, Paris Normandie. Alors même plus dépôt de bilan. L'idée, c'est encore une fois, c'est pas de pointer du doigt, c'est vraiment de montrer que tous les médias ont souffert et que mon point Pardon, j'ai eu un petit souci de micro, une accélération en tout cas de quelque chose qui existait avant le Covid, mais voilà, et c'est aussi à l'étranger. Hein, je regardais que ce soit The Economist, The Atlantic, Vice, on a eu dans toutes les typologies de presse quand même des médias qui ont souffert et qui ont dû se réorganiser. Donc, et si on devait prendre par typologie ceux qui ont un peu plus souffert, globalement c'est les radios. Donc les radios, c'est vrai que ça peut pas être paradoxal, mais ça peut aussi s'expliquer parce que il y a eu beaucoup moins de déplacements. Donc forcément, quand on est et ça s'est aussi senti sur les podcasts, qui est pourtant un des formats dont on parlera tout à l'heure, qui est un peu qui a tiré son épingle du jeu pendant la crise, mais moins de déplacements. Du télétravail, etc. Les gens ont moins écouté la radio, donc on peut voir sur la plupart des radios qui ont eu des audiences qui ont baissé. La presse, évidemment, qui dépend beaucoup du papier, hein, donc avec les confinements, avec les kiosques fermés, la presse généralement a souffert. La presse gratuite. On voit par exemple 20 minutes qui a lancé une offre payante, ce qui est quand même quelque chose d'assez fort, qui regarde aussi pour arrêter certains jours de distribution. La presse gratuite souffre forcément puisqu'elle dépend aussi de la distribution dans les métros, des annonceurs, etc. Et puis plus globalement, la presse qui était moins prête sur le numérique. Quand je dis moins prête sur le numérique, c'est quelque chose moi que je vois un peu au quotidien, c'est que on a une bascule vers le modèle de l'abonnement et certains ne sont pas encore prêts. En fait, tout le monde n'est pas Le Monde. Donc, quand on est Le Monde, forcément, je pense qu'eux, ils ont engrangé beaucoup d'abonnés parce que la machine est prête quelque part, les tunnels sont bons, etc. Mais ceux qui étaient pas prêts ont vu des belles audiences, mais n'ont pas réussi à la convertir immédiatement. Donc, eux ont un peu plus souffert. Est-ce que c'est quelque chose que tu partages, Alice, un peu sur cette typologie de ceux qui ont un peu plus perdus, sont encore une fois pointés du doigt sur un tel ou un tel?
Oui, non mais en effet, les 20 minutes, la presse gratuite qui était distribuée dans les transports en commun et les gares, en règle générale, ont souffert énormément du fait qu'on se déplace beaucoup moins. Les radios ont aussi souffert parce qu'on s'est levé plus tard pendant le confinement ou même en règle générale depuis qu'on est en télétravail. Donc, il y a eu des réflexions d'ailleurs dans les radios sur, au fond, est-ce qu'on doit retarder un peu nos matinales pour s'adapter à la nouvelle temporalité de nos auditeurs. En fait, notre timing, il a changé. Et au fond, le 20h le JT, comme parfois à 18h, on se dit, bon, je ferais bien un dîner puisque j'ai fini ma journée. Ça ne nous est jamais arrivé avant. Donc, nos usages de fait, notre consommation de l'information avec ces nouveaux rythmes a été effectivement un peu décalée. Et puis, je pense que vous avez aussi vécu ça de votre côté, mais on n'a plus trop de différence entre la semaine et le week-end. Chaque journée est la même, une journée sans fin. La journée sans fin, effectivement. Lundi, dimanche, c'est pas forcément très différent du lundi, mardi au fond. Donc voilà, tout ça, c'est des nouveaux usages de l'info qui ont émergé et qui correspondaient pas forcément aux temporalités ou au format qu'avaient pensé les médias. Après, sur la bonne nouvelle quand même, c'est que dans cet écosystème, il y a 2 points moi qui me sont apparus. Il y a le premier qui, au fond, on est confiné, on peut pas se déplacer parfois au-delà. Là, en ce moment, c'est les 10 km. Enfin, ça a sauté, mais ça a été 10 km. Avant, ça a été moins. Et on s'est réintéressé à des marques d'infos locales qu'on avait peut-être un peu perdu de vue parce qu'au fond, quand on a une vie confinée où on se déplace plus, ce qui se passe dans la rue d'à côté ou dans le quartier d'à côté a beaucoup plus d'importance que ce qu'on avait vécu les dernières années. Et on a confiance, globalement, il y a quand même un critère de confiance avec des marques locales, d'infos locales, plus prégnant que ce qu'on peut avoir pour une marque un peu plus lointaine. Donc, c'est vraiment le près de chez soi qui revient en force pendant ces confinements et ces couvre-feux. La deuxième chose, c'est que globalement, il y a eu effectivement une augmentation du nombre d'abonnements numériques. Alors, c'est vrai du Monde, mais c'est vrai du Figaro. Le Figaro, ils ont fait à peu près x3 en termes d'abonnements, de recrutement d'abonnés numériques pendant l'année 2020 par rapport au mois précédent. Donc clairement, on est sur une tendance très très positive. Idem Mediapart, ils ont dit que c'était une année exceptionnelle, exceptionnelle, il me semble qu'est le mot employé. Les Échos, la même chose. Donc voilà, sur les grandes marques d'infos généralistes en ligne, globalement, il y a quand même un cercle vertueux au fait que leurs utilisateurs sont en train de s'abonner numériquement. On a vu aussi la durée d'écoute à la télévision augmenter. Alors, on en a parlé, on est bloqué à la maison. On redevient un peu des coachs potato devant la télé. Donc, le chiffre, c'est quand même 4 heures par jour de durée d'écoute. Enfin, vous vous rendez compte, en 2021, c'est énorme. En augmentation. En augmentation, évidemment. Et puis, le grand gagnant, au-delà de tout ça, c'est quand même l'utilisation de l'info sur smartphone. Parce que on a toujours dit le smartphone, c'est l'outil de la mobilité, on l'utilise dans les transports en commun, quand on attend, on fait la queue chez le médecin, on utilise son téléphone à ce moment-là. En fait, pendant 2020 et pendant les confinements, les couvre-feux, le smartphone a été hyper utilisé depuis chez soi parce que au fond, regardez vos usages quand vous êtes dans une famille ou dans un foyer ou même en colocation, vous avez l'ordinateur qui peut être partagé, la télévision qui peut être partagée et au fond, votre seul outil un petit peu qui vous permet de regagner une liberté individuelle, c'est votre téléphone. Et donc là, on a une explosion encore de l'usage du téléphone, même à domicile, même chez soi, parce que c'est vraiment l'outil qui vous permet de regagner un petit peu d'individualité sur votre famille, votre colocation ou en tout cas un foyer en règle générale, même si vous n'êtes pas en déplacement. Et là aussi, on voit quand même dans les usages une explosion du smartphone, même à domicile. C'est clair, je reviens juste une seconde sur ce que tu disais. Effectivement, la télévision, où on y a passé du temps, 4h30 en 2020. Pour moi, la télévision, c'est vraiment un des grands gagnants, ou une des gagnantes, on va dire, de la crise. Alors, il faut faire le distinguo, que ce soit à l'international d'ailleurs ou en France, c'est pareil. C'est celles qui, vraiment, les grandes gagnantes sont été les chaînes d'information. Évidemment, les BFM, les CNews, mais M6, France 2,
TF1, France 3. Celles qui ont un peu plus perdu, c'est les chaînes jeunesse, alors qu'on pourrait croire que les enfants ont passé du temps dessus, mais ils sont peut-être reportés sur d'autres types de plateformes. Mais clairement, tu le disais, hein, toutes les allocutions à chaque fois ont vraiment mobilisé tous les téléspectateurs en masse. Voilà, c'est un des grands types de médias qui est sorti renforcé de la crise de la télévision. Après, donc toi, tu as dit effectivement le smartphone, c'est tout à fait vrai. Et sur la télévision, je ne sais pas si j'ai précisé, mais c'est vraiment aussi le live qui a bien marché. Quand on dit live à la télé, c'est les JT notamment, c'est pour ça que je parlais des chaînes d'information. Les lives, en fait, l'augmentation de la durée d'écoute de la télévision a progressé de 22 minutes en un an, et c'est principalement porté par le live. Et c'est vrai que quand on parle live, on pourrait aussi parler des autres plateformes de streaming, Netflix, Twitch. Alors, enfin, Twitch pour Netflix, pour le streaming, ou la VOD Netflix et les consorts, qui sont vraiment pareil, ont vu leurs usages exploser pendant la crise. On a remarqué aussi que pendant 2020, et c'est le Centre national du livre qui a sorti son baromètre de lecture des Français en 2020, parmi les produits les plus consommés, les produits au sens livresque, il y a les livres d'actualité, les essais, en gros des formats journalistiques sous la forme de livres qui ont été beaucoup plus consommés que les autres années. Donc on voit là quand même que il y a plein de formats qui existent, et même sous la forme de livres pour des contenus journalistiques, et qui ont explosé grâce à cette année Covid. Ouais, donc c'est la place peut-être pour des produits, je trouve ça assez intéressant. Surtout que c'est vrai qu'on en parle assez peu de ces livres. Ça, c'est quelque chose qui était un peu moins en dehors de mon spectre. Donc grand gagnant de cette période, de cette crise sanitaire, évidemment, c'est les plateformes. En même temps, j'ai l'impression que c'est à chaque fois un petit peu les gagnants quel que soit le contexte, c'est toujours un petit peu les gagnants. C'est un peu, alors pas dramatique parce que c'est le jeu. Parlons de Facebook 2 minutes. Selon Mark Zuckerberg, l'afflux d'utilisation des différentes applications et services donc de Facebook pendant le confinement a été sans précédent dans l'histoire de son entreprise. En mars de l'année dernière, Facebook a connu une augmentation de plus de 50% d'utilisation de ses services de messagerie et d'appels vidéo dans les pays sous confinement. Donc c'est un peu hallucinant. Par exemple, en Italie, le temps passé dans les applications a augmenté de 70% et plus de 1000% pour les appels de groupe. C'est vraiment le poids des plateformes, même sur les médias eux-mêmes, hein. C'est-à-dire que le trafic en provenance des plateformes, par exemple pour le Washington Post, plus du double de visites depuis Facebook dans les 2 premières semaines de mars que le mois précédent, en février, 160% pour NBC News, 180% pour le New York Times. Sachant que l'algo qui classe un peu tout ça est un peu obscur, mais ça c'est un autre sujet. Mais grosso modo, les plateformes toujours gagnantes, Alice ? Oui, toujours gagnante, parce que beaucoup plus au fait, on en a souvent parlé, peut-être pas ici, mais au fond, beaucoup plus au fait de tout ce qui est transition numérique et des ruptures que la presse essaye de combler. Mais eux, ils font pas de l'éditorial, hein. Eux, c'est une grande essoreuse à salade qui va aspirer les feuilles, l'eau, mais qui construit un système qui permet de mettre les gens en relation avec des contenus. Et nous, dans la presse, en règle générale, on est très bon en production de contenu. On est un petit peu moins bon en règle générale, hein. Encore une fois, on a beaucoup progressé, mais sur la distribution et sur les interactions possibles entre des contenus et des individus ou des groupes d'individus. Et c'est vrai que là-dessus, le retard est immense, et malheureusement, plus les années passent, plus il paraît difficile de le combler. Ils ont des centaines de milliers de développeurs qui travaillent sur ça, et qui sont des métiers qui ont enrichi les rédactions, hein, depuis 15-20 ans, mais qui sont encore peut-être insuffisants pour être opérationnels face à ce défi. Ouais, c'est ça. Et plus évidemment la maîtrise de la data, etc., qui est un autre sujet qui a déjà été évoqué au geste, mais qui est là. Donc même si ce sont pas des producteurs de contenu, on pouvait pas ne pas les citer quand même comme dans les gagnants, parce qu'eux ont vu leurs usages exploser, ils ont maintenu leurs revenus. Si vous regardez les revenus de Facebook, de Twitter, de TikTok, évidemment, ça a vraiment cartonné. Donc eux, pas de souci à avoir pour eux.
Voilà, pour les gagnants, tu as parlé de la presse locale tout à l'heure, effectivement, qui s'en sort aussi assez bien. Regain d'intérêt pour les marques d'infos locales. Dans les innovations et tendances, qui est un peu le troisième point de ce keynote, ce qui a permis, en fait, là, plus je voulais parler un peu, non pas usage, mais les formats, les innovations, ce qui a permis, enfin, ce qu'on a observé et qui a bien marché pendant la crise. Alors, évidemment, on l'a rapidement évoqué tout à l'heure, c'est le modèle de l'abonnement, hein. C'est un switch qui était déjà opéré chez les éditeurs, mais qui a été encore renforcé là pendant la crise. D'une manière générale, les gens s'abonnent plus. Ça, tu l'observes, Alice? En tout cas, dans les chiffres qui m'ont été communiqués des sites d'infos généralistes nationaux, donc pour Le Monde, Les Échos et Le Figaro, c'est clair que ce sont des années records qui vont rester, espérons-le. Il y a également, sous un autre angle peut-être, l'émergence de marques d'infos féministes. Alors, je le dis un peu vite parce que c'est plus subtil que si le positionnement éditorial était réduit à ça, ça serait évidemment très limité, mais vous allez comprendre ce que je veux dire. Des marques comme Les Glorieuses, comme Vox, comme certains podcasts, voilà, de Louis Média par exemple, ou même Binge Audio avec les couilles sur la table, ont vraiment émergé et correspondent à des attentes très claires. Et c'est vrai qu'en France, on est assez fort sur finalement, c'est souvent des femmes qui sont à l'origine de ces startups de l'info. On a vraiment une mouvance jeune, féminine sur la création de ces startups là depuis quelques années qui émergent et qui sont très solides et qui font un peu, qui rendent jaloux nos pays frontaliers. Donc ça, c'est vraiment très spécifique à la France et on a la chance d'avoir ça avec parfois un storytelling qui s'instaure, dont les codes sont encore en train de se construire, mais on peut dire une sorte de storytelling de l'empathie ou parfois de l'intimité, de l'utilisation du jeu qu'on n'avait pas forcément utilisé énormément, nous, en France, en tout cas sur de l'info généraliste. Tout ça est en train de se développer et il y a une vraie attente pour ce type de médias. Et là, à l'inverse, de l'autre côté de la grille, il y a aussi une attente pour de la polarisation, pour des choses voilà, peut-être traitées de façon plus radicale, parfois un peu caricaturale. Et là aussi, dans notre population, on a apparemment des attentes sur de l'actualité plus polarisée, traitement de l'actualité très polarisé. Avec une prise de parti peut-être qui est un peu plus attendue maintenant du public. Oui, clairement. C'est un peu le développement de CNews ces derniers temps. Pour donner un exemple de ce à quoi ça peut référer. Et vous savez sans doute que sur les réseaux sociaux, il y a quand même une prime à la polarisation des avis. Globalement, voilà, je la fais courte, mais un tweet énervé a beaucoup plus de retweets qu'un tweet modéré et nuancé qui sera moins porteur et moins partagé. Bien sûr. Voilà, si on suit cette logique et qu'on l'applique dans un média, alors au-delà des valeurs que vous pouvez avoir et du positionnement qu'on peut souhaiter individuellement, en effet, c'est une stratégie qui peut se révéler gagnante et qui correspond aux attentes d'une partie de la population. Alors, je précise simplement que c'est pas forcément du tout mon avis personnel, mais je vois que il y a une partie du public qui est en attente de ça et à qui ça correspond, et il y a une diffusion plus large, une distribution plus large de contenu polarisé via les réseaux sociaux. Oui, ça c'est une observation que tu sois pour ou contre, effectivement, ça c'est pas le même sujet. Mais ça, je l'avais lu effectivement dans l'étude Kantar où les gens attendaient maintenant un peu des journalistes qui prennent parti. Alors c'est assez rigolo parce que j'imagine que c'est un peu contre, peut-être pas contre l'information, tu dois relater une information, mais c'est vrai que les gens, peut-être parce qu'il y a eu beaucoup de fake news, ils attendent maintenant, en fait, non pas juste des faits, mais une explication, une prise de parti pour suivre une opinion. C'est à suivre. Moi, je voulais revenir 2 secondes sur ce que tu disais tout à l'heure sur la presse un peu féminine, ces voix un peu féministes qui, moi, me semblaient correspondre aussi avec l'explosion des formats du podcast et des newsletters, qui pour moi sont les 2 grands formats éditoriaux qui sortent les grands gagnants de la crise, qui sont des médias peut-être
où c'est plus facile d'avoir cette intimité avec un auditeur, que ce soit par le podcast ou parce qu'on est dans la boîte mail dans le cadre des newsletters, donc respectivement Louis Média ou Les Glorieuses. Et il me semble justement que c'est quelque chose qui marche aussi très bien face à ce brouhaha, la cacophonie des fake news, de cette surabondance d'informations, de sources, etc. Avoir quelque chose dans sa boîte mail qu'on peut lire quand on veut, c'est bien. Et puis le format podcast où tu l'as dit, c'est le jeu, etc. C'est quelque chose de beaucoup plus court en média, un circuit court où on a directement l'auteur dans les oreilles, etc. Et je vais pas le refaire parce qu'on va avoir justement une table ronde sur les newsletters, mais on a eu une explosion de l'offre. Et je pense qu'on est encore très loin d'une bulle, tant les usages augmentent, etc. Par exemple, sur les podcasts, on attend rien qu'aux États-Unis plus d'1 milliard de dollars de revenus publicitaires. On voit toutes les grandes plateformes qui s'en sont emparées. Spotify qui a fait des acquisitions de studios, qui a sorti en exclusivité le podcast de Michelle Obama, de Joe Rogan. Apple qui il y a 2 semaines annonce une nouvelle plateforme autour des podcasts avec la possibilité de faire des podcasts payants. Donc voilà, on sent quand les gros s'y intéressent, c'est vraiment que les usages sont là. Pour moi, c'est vraiment les 2 formats qui marchent bien. Et tu l'expliquais, je trouve assez bien sur le fait effectivement que c'est storytelling peut-être un peu plus intime, un peu plus niche que les gens attendent. Oui, c'est les histoires des gens, on rentre dans l'intimité des gens et les interviews sont souvent dans l'empathie, qui est peut-être pas la méthode que l'on utilisait autrefois pour quand on enseignait les techniques d'interview. On n'évoquait pas ce mot de l'empathie. Et en réalité, quand vous les écoutez, on voit qu'on va beaucoup plus loin dans finalement les arcanes de l'esprit humain qui est si compliqué et que parfois on a eu tendance peut-être à trop simplifier. Et là, on voit le développement d'une personne. On a vraiment des témoignages forts, des personnages, comme on dit dans le journalisme, très forts, qui ont des histoires vraies et qui marquent les changements de la société. C'est clair. Et d'ailleurs, ça, les journalistes aussi s'en sont rendus compte quand tu vois avec la sortie de cette plateforme Substack aux États-Unis qui permet en fait de créer très facilement sa newsletter. Il y a eu beaucoup d'auteurs, de journalistes qui ont quitté leurs médias pour se lancer dans l'aventure de leur propre newsletter, etc. avec ce jeu, etc. Donc cette hybridation, je trouve ça assez intéressant. Je trouve que c'est vraiment quelque chose qui a été pour moi renforcé par la crise. Pour le mieux évidemment. Et parlant de ça, pour moi, alors c'est plus là pour le coup une innovation que je suis en train de voir venir. Alors c'est pas moi personnellement, mais je parle parce que j'ai vu pas mal de projets sortir. C'est vraiment le lien avec la communauté. C'est pareil, ça rejoint probablement les points qu'on disait. Les gens ont besoin un peu d'être rassurés. Ce côté peut-être trop vertical déplaît. Et comment en fait interagir plus avec les communautés. Donc je vois pas mal de choses. Donc il y a en France par exemple Magma, cette newsletter payante qui a un Slack qui permet à tous les membres d'interagir entre eux, de se présenter, de faire des affaires ensemble, etc. Et qui est assez actif. Et puis, il y a eu le lancement il y a 3 semaines aux États-Unis de Side Channel qui permet justement à certains abonnés de newsletters sur Substack, sont 7 auteurs à s'être réunis. Et quand on est abonné à l'une des newsletters, on accède à un serveur Discord et on peut donc pareil interagir avec les autres abonnés, mais avoir accès à des avant-premières, à des produits. Et je sens que c'est un vrai plus, tu vois. C'est l'idée de se dire, tout le monde est intéressant, qu'on est dans quelque chose de tellement niche qu'on a intérêt à tous se parler. Et pour moi, ça, c'est un des enjeux. Alors, c'est pas quelque chose qui sort renforcé de la crise, mais que juste j'identifiais comme quelque chose de très fort. On en parle depuis longtemps. L'animation de communauté, c'est toujours compliqué, chronophage, ça coûte. Mais il y a des outils maintenant qui permettent de le faire. Dernier petit point que j'avais vu, et tu me diras peut-être ce que tu en penses, mais c'est évidemment les lives. On peut pas citer en fait les innovations et tendances. On parlait du live avec notamment un Samuel Etienne sur Twitch. Ça a été vraiment le gros carton. Tout le monde s'y est mis un petit peu. Je sais pas si tu avais suivi ça. Webedia. Jean Castex. Ouais, avec Jean Castex. Et alors l'interview plutôt ratée en l'occurrence, comme quoi c'est pas toujours évident, mais ça c'est pareil. Les lives et Twitch en particulièrement sont pour moi un des grands gagnants de la crise.
Oui, oui, comme chaque année, il y a une nouvelle plateforme sur laquelle il faut se mettre. Et en effet, c'est un vecteur d'audience important, surtout pour des audiences plus jeunes. Après, simplement, il faut juste éviter le décalage trop complet entre être sur cette plateforme, mais ne pas en avoir les codes et pouvoir apparaître finalement encore plus vieux que quelqu'un ou un média ou une marque qui n'irait pas et assumerait de ne pas y aller. C'est ça, il faut avoir une bonne stratégie, il faut bien comprendre les codes. Et il y en a qui se sont effectivement un peu cassé la figure dessus, mais bon, au moins ils auront essayé. L'intention est louable, voilà. Exactement, il vaut mieux essayer de se planter que de rien faire, à mon avis. Voilà, après, des petites innovations tech, hein, évidemment. Ce qu'on a beaucoup vu aussi, c'est des data viz, hein, parce qu'on a eu énormément de data avec cette crise sanitaire. Donc, plein d'innovations autour de la data viz, d'innovations techno. Le live stream plus puissant, puisque sans événement, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites. La preuve, là, ce qu'on est en train de faire pour le geste, hein, qui ne se faisait pas encore il y a 1 an et quelques, des outils de sous-titrage. Donc, pas mal de formats, que ce soit les podcasts, les newsletters, les lives qui sont sortis renforcés, et que j'invite tous les médias à s'emparer de faire des tests sur ces sujets-là. Et grosso modo, hein, si on devait un petit peu résumer ces 3 quarts d'heure qu'on vient de passer ensemble, pour moi, la pandémie, elle a plutôt joué un rôle d'accélérateur. C'est pas quelque chose en fait qui est arrivé un petit peu de nulle part. C'est ceux qui étaient prêts sont renforcés, ceux qui étaient déjà un petit peu fragiles, ça a fait accélérer un petit peu la chute. On parlait de Paris-Normandie, c'est pas uniquement la crise ça a été un peu la goutte d'eau, etc. Et pourtant, tu vois, quand je parlais du roseau, je sais pas ce que tu en penses, Alice, mais là, j'ai l'impression quand même que la presse en sort peut-être renforcée, ou en tout cas avec des défis devant elle, mais plein de choses qui émergent, des besoins d'explication, des formats qui marchent. On sent quand même qu'il se passe quelque chose. Oui, et dans les organisations des équipes aussi. Au fond, on sait faire beaucoup plus de choses avec différentes modalités que ce qu'on n'a jamais fait auparavant. Donc, il y a quand même des vraies avancées qui resteront sans doute et qui sont positives. Non, le vrai point qui fait de la peine, c'est les médias. Par exemple, je pense à l'équipe. Pour le coup, c'est pas tellement qu'ils n'avaient pas amorcé leur transition numérique, c'est simplement que la matière est beaucoup moins nombreuse, et c'est vrai qu'eux, ils vivent une crise assez forte, du fait aussi de pas avoir la matière au quotidien pour être aussi indispensable que ce qu'il n'était, et ça c'est vraiment difficile, ouais. C'est clair, mais bon, ils ont été assez inventifs, hein. Ils ont ressorti plein de formats. La rédaction, c'est plutôt organisé pour ne pas rien faire, et ça, c'était plutôt intéressant. Après, leur contexte était déjà compliqué, évidemment, à la base. Voilà pour ce petit tour un peu des tendances, des usages, des innovations, des gagnants, des perdants. On pourrait y passer évidemment plus de temps, mais je crois qu'on arrive au bout du temps qui nous était alloué. Laure. Parfait, vous êtes pile poil dans les temps. J'ai posé une question, mais peut-être dans le mauvais. Ah oui, pardon. Je voulais savoir ce que vous pensiez tous les deux de Clubhouse, et comment est-ce que vous voyez les choses plus loin, parce que vous avez parlé effectivement des formats gagnants, plus intimistes, avec plus d'empathie, tels que les podcasts. Mais est-ce que vous pensez que quand on sera revenu à une situation normale, que ces formats vont garder leur attrait, ou est-ce que vous pensez que ça va suivre? C'est vrai qu'il y avait un petit retard sur le monde du son en règle générale, pas indexé dans Facebook, pas indexé dans Google. Il y avait de la recherche d'images, mais il n'y avait pas finalement ce format-là aussi développé, ce qui fait qu'il y a eu une prévalence des formats de radio de flux. Mais quand même, ça change. On voit le monde des assistants vocaux. Peut-être on passe plus de temps aussi dans les voitures qu'avant pour aller faire ses courses, parce que c'est un petit moment de liberté. L'info, elle peut être aussi véhiculée dans les voitures, sur les assistants vocaux en règle générale, sur une plateforme comme Clubhouse, en effet. Moi, j'y crois beaucoup, et je pense que simplement, ça sera comme la révolution de l'image en son temps, et que c'est maintenant que ça va se développer beaucoup, en plus du podcast, le monde des assistants vocaux, des voitures, et en effet des chatrooms.
J'en suis assez convaincu aussi. Et sur la question de Clubhouse en particulier, il faut le tester. C'est pareil. Après, je pense que maintenant, il y a une telle profusion sur Clubhouse, puisqu'il y a eu cette espèce de hype qui s'en est emparée, qu'il faut réussir à créer des rendez-vous. Alors, il y a beaucoup de règles à bien comprendre pour que ça marche et bien profiter de la viralité. Et après, c'est créer un rendez-vous régulier. Et je pense que le geste devrait tenter quelque chose là-dessus, peut-être un rendez-vous hebdomadaire d'actu sur les médias. Et puis surtout qu'ils ont bien amélioré la plateforme. Ce qui était un peu compliqué, c'est qu'on n'avait pas le droit d'enregistrer au début, donc c'était vraiment que du live et dès que ça s'arrêtait, tu perdais ce contenu, etc. Alors que bon, quand tu fais un podcast, etc., l'avantage, c'est que tu peux avoir aussi un effet un peu longue traîne, ton épisode existe, etc. Maintenant, ils le permettent. Quand on annonce à l'Assemblée qu'on enregistre, on peut le faire et réutiliser ce contenu par ailleurs. Ils ont permis la monétisation. Donc, moi, je pense que c'est pas juste un effet d'annonce. Non, je pense que vraiment le son, sous toutes ses formes, Alice le disait bien, c'est vraiment sous toutes ses formes, est appelé à rester. Et Clubhouse, c'est la première belle initiative qui permet de faire presque du podcast en live avec une communauté, d'interagir. Ce qu'on est un peu en train de faire là, mais vraiment uniquement sur le son, ce qui a aussi d'autres intérêts. Parce que le temps n'est pas extensible et que les radios, du coup, l'audience des radios a quand même beaucoup baissé. Ouais. Ça c'est Exactement. Donc non, à tester. Il n'y a pas eu encore beaucoup de choses faites sur Clubhouse. François, on va essayer ensemble. Allez, on va essayer. On va essayer de faire quelque chose sur Clubhouse. Voilà, je ne sais pas s'il y a des questions. Sinon, merci à toutes et à tous, Alice, Laure, pour l'invitation. Merci à vous et passez une bonne journée. Merci beaucoup à tous les deux. Merci. À très bientôt. Et l'enregistrement sera envoyé et sera sur le site du GEST d'ici 1 ou 2 jours. Eh ben super. Merci à tous. C'était de voir. À bientôt. Au revoir. À Merci. bientôt. Au revoir. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode de Mediarama. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode, parlez-en autour de vous et laissez-moi un commentaire sympathique sur Apple Podcast, ça m'aide à remonter dans les classements. N'hésitez pas non plus à le partager autour de vous, chaque nouvel auditeur intéressé est une victoire. Si vous avez besoin d'un accompagnement tech et créatif, que ce soit pour votre stratégie de présence en ligne, la refonte de votre site ou encore l'obtention d'une subvention, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse mediarama@causavostra.com. À bientôt!